Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre second Facebook Live qui va vous permettre d'en apprendre plus sur le prix, solutions, genre et climat. Je m'appelle Ariane et j'ai le plaisir de modérer cette discussion depuis les bureaux de Women Engage for Common Future en Allemagne. Vous le savez peut-être, le prix dont on parle aujourd'hui a été lancé en 2015 par la Women and Gender Constituency, la constituante genre et climat. C'est l'une des 9 constituantes qui représente la société civile et participe aux négociations internationales pour le climat. Son rôle est de garantir que la voix des femmes et des minorités de genre soit entendue dans les négociations climat et que leurs droits soient défendus. L'égalité de genre doit pleinement être intégrée dans toutes les politiques climatiques. Pourquoi ? Parce que les réponses à la crise climatique ne doivent pas exacerber ces inégalités, mais au contraire, elles doivent être inclusives et permettre aux femmes d'être pleinement actrices de la transition écologique dont nous avons besoin. Aujourd'hui, Fatou Ndouaye nous fait l'honneur d'illustrer cette ambition. Elle est l'une des lauréates de l'édition 2016 du prix Solutions, genre et climat. Elle a accepté de partager avec nous son parcours et de raconter comment ce prix a pu augmenter l'impact de son projet. Merci à elle. Un dernier point avant de commencer. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons pendant et à la fin de ce live. Bonne écoute! Fatou, je crois que c'est important, afin que toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qu'elles cernent plus précisément ton projet, que tu nous détailles et que tu nous présentes brièvement les actions, l'objectif principal et les activités que tu mènes. Bonjour, merci Ariane, merci au public. Donc, je m'appelle Fatou Ndoye, je travaille dans une ONG qui s'appelle Endagraph Sahel. Et dans le cadre de cette ONG, donc, j'ai eu à mener un projet au niveau du delta du Saloum, un projet qui consiste à renforcer toutes les initiatives des femmes dans le domaine de la pêche et la transformation. Et aujourd'hui, nous avons accompagné dans le cadre de ce projet près de 4800 personnes, donc en zone insulaire comme en zone continentale. Un projet donc qui avait vraiment un impact réel sur les effets du changement climatique. Voilà, donc ce projet a été primé par la Women Gender Constituency en 2016 au niveau de la COP de 2016. Voilà, merci beaucoup pour cette description. Déjà, on comprend mieux ce que tu fais et comment est-ce que tu intercroises le genre et l'impact environnemental via ton projet. Et je voulais donc te demander, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es montée sur le podium lors de la remise des prix? Tu mentionnais la COP de 2016, c'était la COP 22. Donc, qu'as-tu ressenti en montant sur le podium lors de la COP 22? En fait, quand je suis montée, vraiment, c'était une grande satisfaction parce que voir les actions que nous menons, ces actions-là soient primées, c'est une fierté. Et d'autant plus que, bon, nous avons reçu, par exemple, le prix des mains de la représentante du ministère français de l'Environnement, qui était à l'époque Madame Ségolène Royal, une de ses représentantes qui va donner le prix. Mais l'autre fierté aussi, c'est que j'étais accompagnée d'une des femmes à la base, celles qui étaient vraiment en action dans le delta du Saloum, qui ont montré beaucoup d'initiatives en termes de préservation, surtout en termes d'accompagnement pour la valorisation des connaissances locales traditionnelles qui sont vraiment importantes dans une initiative de préservation de l'environnement et liée aussi au changement climatique. Franchement, c'était une grande fierté. Et puis, ça a aussi eu un tollé au niveau même du pays. Donc, vraiment, nous étions vraiment fiers. C'était un jour qu'on va retenir au niveau de notre mémoire. On comprend donc la satisfaction et la fierté que tu as pu ressentir lors de la COP 22. Et une question qui se place plutôt dans un contexte
après COP22, c'est le programme de mentorat qui est accompagné par l'obtention du prix. Donc, quand on obtient le prix, on a accès à ce programme de mentorat proposé par la Women and Gender Constituency, WECF, Women Engaged for Common Future, et le CTCN, le Climate Technology Center and Network. Est-ce que tu pourrais peut-être développer ce que ces formations ont apporté, notamment comment est-ce qu'elles ont pu amplifier l'impact de ton projet? Oui, je pense que les actions que nous avons eues à travers le mentorat, on a eu pas mal de formations sur l'entrepreneuriat, sur les questions de gestion, sur les questions d'environnement, mais surtout sur les questions de genre, comment approfondir cette question-là pour mieux concilier environnement, la question du genre, parce que ça, c'était vraiment le socle de notre projet. Et donc, à travers ces formations que nous avons eues, ça nous a permis aussi, nous aussi, d'approfondir nos actions au niveau du terrain. Par exemple, quand je vous disais le projet de renforcement des femmes au niveau de la pêche et de la transformation, ce projet-là avait été voulu pour vraiment alléger les actions des femmes. Et ce qu'on a vu, en fait, c'est que on était dans des localités où les femmes commençaient à travailler de 21 heures, de 3 heures du matin jusqu'à 21 heures, donc une surcharge de travail. Et ça nous a poussé donc à convoquer les hommes et de négocier pour qu'eux aussi, ils prennent en charge, en tout cas, ils contribuent davantage pour alléger le travail des femmes. Parce que nous savons que l'environnement, la surcharge de travail, etc., sont vraiment intimement liés. Et si on est dans une approche genre, ça permettrait justement aux hommes de pouvoir s'impliquer davantage. Et ça nous a poussé donc à travailler sur une recherche, sur une masculinité, pour voir comment les hommes s'impliquent ou ne s'impliquent pas, s'ils s'impliquent sur quelle tâche, qui fait quoi, et donc d'organiser des forums de sensibilisation au niveau de la communauté pour que vraiment cette surcharge-là, que les femmes soient allégées. L'autre bénéfice que nous avons eu à travers cette action, c'est que à travers la collaboration avec CITICN, etc., nous avons eu un programme de recherche qui nous a été financé pour permettre justement aux femmes d'arriver sur cette transition énergétique parce que nous savons qu'elles utilisent beaucoup d'énergie, la coupe de bois, etc. Mais aussi dans les techniques de transformation, elles utilisent des moulins à gaz, à gasoil. Et cette recherche leur permettrait justement de se positionner sur cette transition énergétique et d'avoir vraiment des équipements solaires qui leur permettraient vraiment d'alléger non seulement les tâches, mais aussi d'avoir un impact sur la réduction du CO2. L'autre aspect que nous voyons aussi par rapport à ce prix, c'est que ça nous a permis, ça nous a ouvert des portes et surtout une réelle collaboration avec nos ministères ici au Sénégal, notamment le ministère de la Pêche, mais surtout le ministère de l'Environnement à travers la DECPC, la Direction de l'Environnement, qui aujourd'hui nous soutient beaucoup sur certaines actions que nous menons au niveau de notre pays et surtout les relations entre le genre, l'environnement et surtout le rôle que jouent les femmes dans ce care environnemental pour que ça soit visible et que ça soit traduit dans des politiques publiques. Voilà. Merci pour cette réponse très détaillée. Donc, on comprend bien tout l'aspect analyse qui intègre le genre, la recherche sur les masculinités, aussi la formation et comment est-ce que tout cela peut être amplifié par des relations que tu as pu donc créer via ces programmes de mentorat. Et peut-être qu'une question liée, ce sera qu'est-ce que la reconnaissance internationale du prix t'a apporté dans la conduite de ton projet? Tu mentionnais par exemple tout à l'heure Ségolène Royal lors de la COP22. Est-ce que tu pourrais développer sur la reconnaissance internationale du prix et l'amplification de ton projet? Oui, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement la reconnaissance au niveau national, mais aussi la reconnaissance au niveau international. D'ailleurs,
cette reconnaissance est allée jusqu'à aujourd'hui, qui nous a aussi permis d'avoir un autre projet à travers l'AFD, donc surtout en milieu urbain, sur les questions d'autonomie alimentaire, parce que vous savez que nous sommes dans un pays où la consommation est extravertie, et surtout en milieu urbain. Donc, nous travaillons dans le cadre de ce projet qui a été financé par l'AFD, et donc qui est aussi un accomplissement de ce prix, et qui nous permet justement de fédérer les femmes qui sont en milieu urbain, de pouvoir se connecter pour avoir un impact réel sur une consommation durable. Donc ça aussi, c'est une des connaissances. L'autre aspect que je disais aussi au niveau international, ça a permis à la CITICN donc de s'engager avec nous pour nous aider à trouver un projet de recherche donc sur les équipements solaires qui vont permettre aux femmes d'alléger leurs tâches. Donc vraiment, le prix a été en tout cas une ouverture pour nous permettre vraiment d'avoir plusieurs projets, d'autres projets, mais surtout de nous permettre d'atteindre notre objectif qui était d'alléger les actions des femmes pour qu'elles puissent aussi avoir du temps libre pour se consacrer à leur loisir et à autre chose qui est un aspect important dans la vie des femmes. Merci beaucoup d'insister sur ce point, puisque c'est effectivement l'un des critères de ce prix. Donc, pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaitent candidater, Fatou le mentionne très bien, il faut que les initiatives climat que vous portiez allègent la charge qui est normalement assurée par les femmes. Et donc, on voit bien comment le projet de Fatou contribue à cela pour ensuite dégager plus de temps pour le loisir, par exemple. Une question qui suit, Fatou, c'est est-ce que tu pourrais nous dire un peu où en est ton projet aujourd'hui, les activités sur lesquelles tu travailles et comment est-ce que ce prix pourra continuer à t'aider sur tes futurs projets? Oui, le projet, là où nous sommes, c'est un projet qui cherche donc à renforcer ces actions-là. Donc là où nous sommes, c'est d'élargir cette action sur les masculinités, cette recherche donc collaborative avec les hommes, parce que nous savons que travailler uniquement avec les femmes risque d'avoir des blocages. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'en fait, c'est en collaborant avec les hommes, plusieurs choses peuvent arriver. Donc, surtout, leur intégration dans les activités reproductives. Et ça, nous sommes en train de poursuivre. L'autre aspect aussi que nous sommes en train de poursuivre, c'est en termes même de plaidoyer permettant justement que l'État et les décideurs politiques puissent intégrer vraiment la dimension genre dans les politiques climatiques. Et pour cela, il faudrait que les femmes comprennent déjà ce que l'État a mis en place, comme par exemple en termes de CDN, parce que ça, c'est peut-être les intellectuels et un aspect haut niveau qui le comprennent, mais les acteurs à la base doivent comprendre aussi les politiques de l'État pour s'impliquer davantage, parce que nous sommes dans une localité où les effets du changement climatique sont énormes. On le sent, l'impact est là, elle est réelle. Donc, il faut qu'en nous se mobilisant, qu'elle puisse vraiment avoir des aspects très intéressants, très importants. L'autre aspect aussi qu'il faut voir, c'est que nous sommes dans une localité où l'avancée de la mer, par exemple, est là. Et donc, pour l'instant, il faudrait qu'elle puisse se mobiliser davantage pour accompagner les décideurs dans ce domaine-là. Et justement, en parlant de plaidoyer et d'accompagnement des décideurs et des décideuses politiques, un des critères également de ce prix, c'est la réplicabilité et le fait que ce projet puisse être mené dans différentes régions. Et donc, ça inclut évidemment de la formation.
Est-ce que tu pourrais peut-être développer sur les programmes de formation en plaidoyer des femmes, puisqu'on sait que 20 d'entre elles ont suivi des formations pour ensuite pouvoir rentrer dans des comités locaux de réglementation de la pêche. Est-ce que tu pourrais peut-être développer cet aspect plaidoyer, cet aspect lien avec les autorités sénégalaises pour essayer d'avoir un impact national qui va être étendu? Oui, effectivement, cet aspect plaidoyer est là. Nous les avons accompagnés donc, au niveau local, mais aussi au niveau national, à travers une organisation fécaire qui mobilise l'ensemble des femmes qui sont actives dans le secteur de la pêche, le REFEPAS par exemple. Ces personnes sont en train de mener aussi un plaidoyer auprès de l'État pour une meilleure reconnaissance, une visibilité des femmes dans le secteur-là. Donc ça, c'est, à mon avis, c'est très important. L'autre aspect aussi qu'il faut voir, c'est au niveau local, parce que le secteur de la pêche, chaque localité a ses réalités. Et nous sommes dans les deltas du Saloum où la question de la mangrove, elle est importante. Donc, à travers ces plaidoyers-là aussi, c'est de permettre aux femmes d'avoir encore plus de ressources et aussi d'impliquer les jeunes pour les activités de reboisement, les activités d'ensemencement. Tout ça, c'est aussi au niveau des plaidoyers locaux que nous avons pu atteindre ces objectifs. Un autre critère qui est très important pour le prix, c'est de pouvoir mesurer l'impact que l'on a. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner quelques chiffres, quelques statistiques qui nous permettraient donc de voir comment ton projet a eu un impact quantitatif sur les communautés ou la région? Oui, bon, en termes de statistiques, bon, il faut voir, par exemple, en termes de reboisement, par exemple, on a eu à reboiser près de 250 hectares, par exemple. En termes aussi comment dirais-je encore, en termes d'ensemencement d'arches aussi, on a eu plus de 150 hectares on a eu à reboiser parce que il faut voir que c'est un projet avec des moyens très limités, mais quand même, à travers la mobilisation communautaire, nous arrivons justement à trouver ces aspects-là. Et l'autre aspect aussi qu'il faut voir en termes d'impact, c'est que le projet, comme je vous l'ai dit, hein, ça a impacté près de 4 000 ou même 5 000 personnes aujourd'hui qui sont là, qui sont engagées pour soutenir nos communautés, pour une préservation et pour un meilleur contrôle des ressources naturelles dans cette localité. Et ce qui est encore encourageant, c'est que avant toutes ces activités du care environnemental, c'était entre les mains des femmes. Aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes ont compris et commencent à prendre le relais pour permettre à l'environnement, par exemple, de se reposer et eux aussi de prendre le relais. Donc, aussi l'implication des jeunes, c'est important de voir ça. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les futures actions que nous comptons mener, c'est d'arriver à ce que ces jeunes-là puissent avoir aussi des activités, qu'on les implique davantage dans nos actions, parce que si on ne le fait pas, c'est aussi une autre route qui est là. Donc, je pense que je peux dire que vraiment, il y a eu des impacts, parce qu'ils ont vu en fait, le travail des mamans a permis d'avoir une bonne préservation des ressources. Tu parlais d'inclusion dans les projets et pour parler d'inclusion dans les programmes de mentorat, est-ce que tu pourrais développer sur ce que ça t'a apporté à toi personnellement et à ton projet, le fait de pouvoir discuter avec des lauréats et des lauréates de différents pays, de différents continents, qui mènent donc différents projets pour répondre à des problématiques diverses. Quels sont les bénéfices que tu vois à un tel échange? Oui, en termes de bénéfices, je pense que nous, à travers ce travail cet appui de mentorat, nous sommes plusieurs par exemple, lauréats et lauréates venus de divers horizons et puis venus de divers continents. Donc, ce que je retiens, c'est vraiment ces échanges qui sont très riches et qui nous permet à tout un chacun donc, de connaître ce qui se passe ailleurs
ce qui se passe dans son continent et dans les continents, dans les autres continents. Pour moi, c'était un apport très riche. L'apport aussi, c'était d'arriver, par exemple, à comprendre les techniques, les rouages, par exemple, comment accéder au fonds vert, comment accéder à tel ou tel financement. Ça, je pense que ça nous permet vraiment, ça nous a beaucoup enrichi, mais aussi le fait d'être dans des réseaux, parce que ce programme nous a permis, par exemple, de comprendre ce qui se passe à New York, de suivre les conférences par-ci, par-là. Et ça aussi, c'est une sorte d'ouverture que le projet nous a permis, comment dirais pas le projet, mais en tout cas, le prix nous a permis d'avoir ces aspects-là. Et donc, il faudrait qu'on arrive à vraiment, en tout cas, trouver des aspects comme de ce genre-là pour renforcer davantage les actions que nous menons dans les localités. Merci beaucoup pour ton témoignage. Avant de passer aux dernières questions, je rappelle au public que si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez le faire en commentaire de la vidéo Facebook ou de YouTube et qu'on y répondra avant la fin de ce live. Fatou, merci pour ton témoignage. On va maintenant passer aux recommandations que tu pourrais faire aux personnes qui souhaiteraient candidater à l'édition numéro 6 du prix Solutions, Genre et Climat. Donc, aurais-tu des conseils à donner à celles et ceux qui dirigent des initiatives climat qui intègrent le genre et qui hésitent peut-être à candidater à ce prix? Moi, je leur dis de se dépêcher, d'aller vite, de venir vite proposer leur candidature. Parce que moi, je me dis, franchement, ça a été quand même une chance. Pour moi, c'est une chance d'avoir été primé parce qu'il y a beaucoup de candidats qui demandent. Et donc, ces personnes peuvent vraiment non seulement bénéficier d'une notoriété, bon, si j'ose dire, ils auront besoin en tout cas d'une bonne visibilité de leur action, mais aussi et surtout un élargissement, par exemple, de passer à le fait de pouvoir passer à l'échelle, parce que si on est dans une petite initiative, à travers les actions que vous menez, ça peut en tout cas être élargi et vous permettre justement d'avoir beaucoup de contacts au niveau national, mais surtout au niveau international. Je pense que ça, il faudrait que les gens ne négligent pas. Surtout, je conseille aussi surtout les femmes qui sont vraiment, qui travaillent beaucoup dans le domaine de l'environnement et qui concilient l'environnement et les questions de genre. Ça aussi, c'est important qu'ils viennent proposer leur candidature. Merci beaucoup pour ces inspirations. Une dernière question qui sera plus concrète. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment est-ce que la procédure de candidature s'est passée pour toi, puisque maintenant tout se fait en ligne. Et donc, est-ce qu'il a été facile de répondre aux questions? Combien de temps ça t'a pris? Et oui, voilà, avoir un peu ton expérience et tes retours sur la procédure de candidature. Bon, pour moi, la procédure n'était pas assez longue. Donc, j'ai entendu, parce qu'à l'époque, comment dirais-je encore, les informations ne passaient pas aussi bien, mais c'était bouche à oreille que j'ai entendu et j'ai soumis ma candidature. Bon, il y a des questions qu'il faut remplir, mais je pense que si vous êtes dans le cadre d'un projet, franchement, c'est facile parce que les questions qui sont posées sont directement liées au projet que nous menons. Donc, à mon avis, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Les questions sont très faciles à répondre. Et surtout, bon, si jamais vous avez la chance d'être retenu, franchement, on ne le regrette pas. En tout cas, nous ne le regrettons pas. Merci beaucoup Fatou pour ton témoignage et tes réponses à toutes ces questions. Nous allons donc conclure ce live et j'espère que notre discussion vous a permis de mieux comprendre comment ce prix pouvait renforcer l'impact de vos solutions climat intégrant le genre. Si vous êtes à la tête d'une initiative ou d'une organisation locale comme Fatou, je pense que le message était clair. N'attendez plus et candidatez, vous ne le regretterez pas.
Et ensemble, nous pouvons contribuer à combattre les changements climatiques de manière inclusive, mais on a besoin de vos projets, donc candidatez. Les candidatures seront analysées par un jury composé de membres de la Women and Gender Constituency, de même que de nos partenaires. Les critères de sélection sont transparents et détaillés sur la plateforme de candidature dont vous trouverez le lien en commentaire de cette vidéo. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire aux 2 adresses email qu'on laisse également en commentaire de cette vidéo. Vous avez jusqu'au 31 juillet, 23 h, heure de New York, pour candidater. Bonne journée et merci encore Fatou de ta participation. Merci Ariane. Au revoir.